Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, est l'invité de l'épreuve de vérité. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous, de vous extraire évidemment de la fête des Bleus pour répondre à nos questions, d'ailleurs en lien avec cette magnifique victoire qui place la France au-dessus du monde, comme on dit depuis hier soir, n'est-ce pas Olivier Faure? D'abord, comment est-ce que vous avez vécu cette finale? Où, avec qui? J'étais avec les jeunes de Savigny-le-Temple. On était dans une grande salle avec un grand écran et je les ai vus exulter comme jamais, Ouais. même à tel point que j'ai cru que l'écran allait tomber à chaque but, mais ils étaient à fond, comme on dit. D'accord. Porté par ce bonheur que l'on dit éternel, hein? Éternel, je l'espère, en tout cas, qui va durer quelques semaines. Et c'est vrai Au que moins. c'était une formidable victoire, un formidable parcours d'abord de cette équipe. Et donc, c'était un moment où, à nouveau, la France se racontait une histoire qu'elle réalisait ensemble. Et puis, c'était un moment aussi où on avait retrouvé le goût de la fête ensemble. C'est pas si fréquent dans un pays qui a été meurtri, ces dernières années. Il a beaucoup pleuré, le voir à nouveau chanter la Marseillaise pour de bonnes raisons et pas simplement parce qu'on est en deuil, c'était formidable. Alors, avec moi, donc, pour vous interroger ce soir, Oriane Mancini et Stéphanie Le Rouge. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Merci d'être là Olivier pour Faure. ce nouveau rendez-vous de l'épreuve de vérité réalisé en partenariat avec les Échos, Radio Classique et l'agence France Presse. Trois grandes questions pour vous ce soir. Un, justement, le climat d'union nationale oblige-t-il tous les politiques? Comment le prolonger, en tirer avantage? Deux, derrière le rêve, la réalité qui est toujours la même. Comment répondre aux attentes des Français, puisque les problèmes ne se sont pas volatilisés? Enfin, troisième question, à quand un PS à l'image des Bleus, c'est-à-dire rassemblé, unitaire, volontaire et ayant appris de ses erreurs? Et la première question vous est posée par Oriane Mancini. Olivier Faure, on a vu hier soir ces milliers, ces centaines de milliers de Français descendre dans la rue. Est-ce que ce climat d'union nationale qui règne depuis hier oblige tous les politiques et surtout comment faire pour le prolonger? Mais j'aimerais bien qu'on ne mélange pas tout. Je sais bien que le moment est tentant, y compris pour les uns et pour les autres, de chercher à associer leur image à celle d'une équipe qui vient de gagner. Mais c'est une équipe qui a gagné sportivement et qui ne doit pas maintenant conditionner le débat politique. Quel sens cela aurait de dire que parce que l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, il faut que majorité et opposition s'unissent à l'Assemblée? J'aimerais pouvoir le faire. Ah, vous dites non, là, vous dites là, pas question. Mais no way. C'est pas que c'est no way, c'est qu'en réalité, on nous a promis un nouveau monde il y a un an. Mais où est-il ce nouveau monde? Moi, je ne vois en fait qu'une vieille politique avec des arguments, avec une façon de faire vivre le débat politique et puis même des propositions qui datent beaucoup. En réalité, ce qui nous est déroulé chaque jour, c'est une politique qui est une politique qu'on qualifie habituellement de néolibérale. Je ne vois aucune raison de la soutenir, même si les Bleus ont gagné, souvent je me félicite. Mais vous dites tentant pour certains, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron cherche à faire de la récupération politique? Il nous a dit qu'il ne l'en ferait pas. Donc je veux croire qu'il se tiendra à sa promesse et son engagement et que bien sûr il se tiendra à l'écart de toute tentative de récupération d'un événement qui est né hors de lui, hors de nous et qui est d'abord lié au talent d'une équipe. Et là, de ce que vous voyez, vous estimez que, je ne sais pas, il a choisi la voie du juste milieu? Je ne sais pas s'il est le juste milieu. C'est votre jugement. Bon, écoutez, moi je pense que c'est de bonne guerre que tous les présidents de la République ont cherché à leur heure à s'approprier une victoire qui n'était pas de leur fait. Il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier, et donc je le vois. Il n'y a pas personne qui a envie de marquer de son image cette victoire, et comment le lui reprocher, puisque c'est à peu près ce que tous ont fait. Mais personne n'est dupe. Ni les Français d'hier, ni ceux d'aujourd'hui, et ni ceux de demain. Voilà. Mais lui, c'est un vrai amateur et un vrai connaisseur de foot, contrairement au président qui était là il y a 20 ans pour la première étoile, Jacques Chirac. Je sais pas, je crois que Jacques Chirac aimait le football aussi, François Hollande l'aimait aussi, Emmanuel Macron l'aime aussi, très bien. Ça ne fait pas d'eux, pour autant, les auteurs d'une victoire. Donc, c'est chacun à sa place. Et ça vous gênerait qu'ils en tirent avantage, par exemple? Non, mais je sais que dans les sondages, il en tirera avantage. Simplement, ce que je dis, c'est que
là où on aimerait qu'il soit champion du monde, c'est dans la lutte contre les inégalités, ce serait pas mal. Dans la lutte contre la pauvreté, ce serait pas mal. Plutôt que d'avoir un président qui repousse le plan de pauvreté à plus tard pour cause de finale ou pour cause de demi-finale. Voilà où on aimerait l'avoir comme champion. Hélas, je vais dire autre chose. En fait, je n'aime pas beaucoup, dans la vie politique en général, et ce n'est pas spécifique à Emmanuel Macron, ces gens qui s'approprient le travail des autres. Et c'est vrai que ce président, en matière de croissance, de résultats footballistiques, de lutte contre le chômage, etc., a pris pour habitude de s'approprier le travail de ceux qui l'ont précédé ou de ceux qui sont en train de l'exercer. Et donc, ce serait bien que chacun reste à sa place et que chacun s'associe à cette victoire et que nous accompagnions le mieux que nous puissions cette très belle victoire, cette très belle équipe, mais justement en tirant toutes les leçons. Et la leçon de cette équipe, c'est que c'est une équipe. On n'a pas simplement joué le premier de cordée, on a joué toute la cordée. Vous avez vu que match après match, on a eu, y compris des arrières qui sont venus marquer, des avant-centres qui sont venus défendre. Eh bien, ça, c'est l'idée de l'équipe que je me fais. C'est-à-dire, en fait, une équipe solidaire et non pas simplement une équipe qui compte sur ses ténors. Voilà. Est-ce qu'il y a des leçons politiques à tirer de cette victoire? Il y a beaucoup de ces joueurs qui sont issus des quartiers, comme on dit. Est-ce que, justement, il faut peut-être mettre le paquet sur ces banlieues qui réussissent quand on les aide? Ce qui est dommage, c'est qu'on ne nous parle de cette France bleu-blanc-rouge que les jours de victoire. J'aimerais bien qu'on en parle toute l'année. Je suis moi-même issu de ces fameux quartiers dont on parle souvent, et je suis moi-même issu pour moitié de l'immigration. Et donc, ce n'est pas un sujet que je mets sur la table tous les jours, parce que je considère que je suis français à part entière, à 100%, comme Kylian Mbappé, comme Pogba, comme tous ceux qui ont fait notre joie hier soir. Et ce qui distingue peut-être cette France d'hier soir par rapport à celle d'il y a 20 ans, c'est qu'on ne se sent plus obligé de dire que c'est une France black, blanc, beurre. C'est une France qui est faite de gens qui ont des origines diverses et qui sont tout simplement français. Et ce qui distingue Zizou de Mbappé, c'est que, en fait, on avait il y a 20 ans des joueurs qui étaient en fait avec des parents qui étaient arrivés dans une vague migratoire. Aujourd'hui, vous avez des enfants qui sont nés en France, pas tous, il y en a 2 qui sont effectivement nés hors de nos frontières, mais en dehors de ces 2-là, tous les autres sont nés en France, de parents français, et donc ils sont 100% français, et cette distinction n'a plus de sens. Hier, à Savigny-le-Temple, dans ma ville, en fait, il y avait des enfants de toutes origines, et c'était une évidence pour eux que le drapeau qui était le leur, c'était le drapeau français. Il n'y avait pas d'hésitation, une seule, il n'y avait rien. Voilà, c'était chanter la Marseillaise comme n'importe quel. Plus sur le plan banlieue, sur le plan Borloo, qui justement n'aura pas lieu. Est-ce que c'est une erreur au regard de ce que... Je vous ai en partie répondu quand je vous ai dit qu'on ne parlait de cette France-là que les jours de match. C'est-à-dire que, en fait, on est très heureux de trouver des jeunes qui, finalement, viennent nous remplir de fierté, mais on les oublie le reste du temps. Et on les oublie même en matière sportive, parce que ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que, bon, pour la compétition internationale, on met les moyens, mais que se passe-t-il depuis 1 an? On a un président qui nous dit qu'il adore le foot, mais qui a baissé l'aide au football et qui a fait diminuer de manière drastique les emplois aidés qui servaient précisément au club sportif. Donc vous estimez bien qu'il faut prendre des décisions concrètes découlant de cette victoire. Il y a un double langage qui ne peut pas durer. C'est-à-dire que soit on souhaite avoir des jeunes qui, par le sport, se socialisent, qui, par le sport, se dépassent, qui, par le sport, apprennent l'esprit d'équipe, apprennent la citoyenneté, apprennent la France. Oui. Et dans ces cas-là, il faut mettre les moyens. Alors, vous reprochez à Emmanuel Macron de s'approprier la victoire des autres, mais j'ai l'impression que tous les Français s'approprient le discours que tiennent les joueurs, et Didier Deschamps également, je pense à Mbappé, sur leur amour de la patrie, sur tout pour la France. On va écouter par exemple Didier Deschamps, le soir de la victoire. Fier d'être bleu, et comme le dit notre président de la République, vive la République. Alors, ça quand même, c'est assez inédit, non? Est-ce que vous adhérez évidemment? Est-ce que là, vous dites effectivement, il y a un signal important qui est envoyé par ces joueurs à toute la jeunesse de France? Oui, parce qu'ils
qu'ils sont non seulement français, mais aussi républicains, et qu'ils adhèrent à des valeurs qui sont celles de la République. Et c'est un message extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'à un moment où on pouvait, il y a 2-3 ans, avoir des débats sur cette France des quartiers qui serait peut-être en marge, qui serait peut-être finalement à distance de ce qu'est l'idéal républicain, qui serait en marge, eh bien, hier soir, cette France-là, elle a montré qu'elle était à l'unisson de l'ensemble du pays. Et que elle était complètement là. Il y avait des enfants, encore une fois, dans mon quartier, de toutes les origines, des femmes, voilées ou pas, qui étaient là et qui chantaient la Marseillaise et qui étaient heureuses de vivre avec nous ce moment parce que c'était leur pays et leur République. Donc ça nous rappelle, cette victoire, que la France reste un creuset républicain égalitaire. C'est une promesse qui mérite d'être approfondie parce que malheureusement, l'égalité, elle reste souvent à la porte du vestiaire et elle n'est pas partagée par l'ensemble des territoires. Aujourd'hui, il y a une vraie difficulté entre les... Vous l'avez, enfin tout le monde l'a compris, on dit toujours que la politique de la ville, ça coûte un pognon de dingue. Mais la vérité, c'est qu'on met aujourd'hui moins d'argent dans ces quartiers-là que dans les quartiers chics. Et donc, Vraiment mais vraiment, il y a des études qui ont été réalisées récemment et qui font la démonstration que l'argent qui est mis chaque année dans les quartiers les plus favorisés, eh bien, est infiniment supérieur à ce qu'on met pour la politique de la ville. C'est une évidence, parce que pour la politique de la ville, on cherche à ramener ces quartiers-là à un niveau qui soit acceptable, mais regardez ce qui se passe dans tous les domaines, dans le domaine culturel, dans le domaine de la propreté, dans le domaine des voies, dans le domaine de l'école, dans le domaine de la sécurité. Regardez ce qui se fait dans Paris, regardez ce qui se fait dans ma commune, c'est sans comparaison possible. Et donc je ne dis pas qu'il faille aller... forcément stigmatiser les villes riches, mais je dis simplement qu'il y a un problème d'égalité dans ce pays qui n'est pas nouveau et qui mérite d'être corrigé. Vous dites que l'égalité reste à la porte des vestiaires. Est-ce qu'elle reste aussi à la porte des écoles? Est-ce que l'école aujourd'hui joue encore son rôle d'ascenseur social? Insuffisamment, bien sûr, insuffisamment. C'est encore un ascenseur qui reste bloqué aux premiers étages pour la plupart, parce qu'on ne corrige pas les inégalités de naissance avec une école qui est... Enfin, je prends là aussi des exemples dans ma propre circonscription. Vous avez des enfants qui sont à 4 dans une même chambre. Et comment vous pensez que ces enfants-là ont la même capacité à se scolariser, à avancer, quand les parents ne parlent pas forcément la langue française, que même sont en grande difficulté, qu'ils ne sont pas accompagnés. Donc là, effectivement, si on ne met pas le paquet dans ces quartiers-là, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais des emplois aidés, comment est-ce qu'on fait pour les accompagner? Il faut qu'il y ait des structures, il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour compenser cette inégalité de naissance et faire en sorte qu'ils puissent avancer. Et quand ils le peuvent, ils avancent. Alors, on ne va pas passer sous silence les incidents qui se sont produits à Paris, mais aussi dans plusieurs grandes villes de France, à Lyon, à Marseille, hier soir. L'irruption de casseurs et de pilleurs avec à peu près 300 gardes à vue sur tout le territoire national. Est-ce que c'est un phénomène alarmant, selon vous? Je dirais d'abord qu'il était marginal par rapport au nombre de Françaises et de Français qui étaient dans les rues hier soir. J'ai fait le déplacement entre Savigny-le-Temple et Paris pour aller sur les Champs-Élysées avec mes enfants. Oui. Eh bien, j'ai vu partout, en fait, c'était tout le long du trajet, il y avait des drapeaux, des gens qui chantaient, qui hurlaient, qui manifestaient leur joie. Quand on me dit qu'il y en a quelques centaines qui sont venus casser, je me dis que c'était quand même très marginal par rapport à l'ensemble. Et que la plupart sont venus dans un état d'esprit qui était le meilleur, fêter une victoire ensemble. Alors, vous dites que le chef de l'État s'approprie la victoire des Bleus, mais... Je ne dis pas ça, je dis que vous l'avez dit, vous l'avez dit. Je dis que c'est une bonne guerre, que tout ce qu'on fait avant... Je le dis aussi, mais je dis que je n'en fais pas... Je dis que tout ce qu'on fait avant lui, que d'autres le feront après lui, c'est une bonne guerre. Mais je vais vous montrer quelques images pour vous montrer que les Bleus, ils ont partagé leur victoire avec le chef de l'État. C'était dans les vestiaires, regardez. Président, c'est quoi le nouveau geste maintenant? Ah ouais, ah oui, monsieur le président. Ça vous a plu? De le voir comme ça, le chef de l'État, que vous combattez jour après jour? Mais je ne le combats pas pour ce qu'il fait sur les terrains de foot. Je le combats sur le terrain politique. Donc, ça me va très bien qu'il y ait ça vous va, ça? Bon, d'accord. J'ai pas de problème. Olivier Faure, la deuxième question de l'épreuve de vérité. On va revenir à la politique et c'est Stéphanie Le Rouge qui va vous poser cette question dans un instant. Voilà Stéphanie, puisque derrière le rêve,
Il y a toujours la réalité. La réalité, le plan pauvreté, la loi logement, etc. Donc, on voulait savoir comment vous souhaitez que le chef de l'État oriente sa politique dans les prochains mois. Est-ce qu'il doit retrouver sa jambe gauche qu'il a pu donner l'impression d'avoir perdue? Je ne sais pas s'il doit la retrouver, parce que je ne sais pas s'il y a eu une jambe gauche un jour. Il y a eu des électeurs de gauche pour Emmanuel Macron, c'est vrai, et même pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, nombreux pour voter contre le Front National. En revanche, est-ce qu'il y a déjà eu une jambe gauche à la politique d'Emmanuel Macron? Je n'en suis pas sûr. Et pour tout dire, ça fait longtemps que je pense que s'il existe une jambe gauche, c'est une jambe de bois. Mais je ne l'espérais pas non plus. Il a fait un discours très clair à Versailles lundi dernier. Il a été extrêmement limpide dans l'esprit qu'il anime. C'est un libéral. Il n'y a rien à attendre de cette politique-là pour ceux qui cherchent, qui espèrent un deuxième temps de gauche. Il a dit les choses. Il a dit, moi, les inégalités, c'est pas mon problème. Je me bats uniquement contre les inégalités de destin. Donc, quand j'ai fait mon boulot sur l'école et la formation, c'est fini. Après, c'est le marché qui vous juge. Et vous êtes inégaux, c'est normal. C'est pas un souci pour moi. Après, il dit, il faut qu'il y ait un gâteau pour qu'on puisse le partager. Mais il y a bien un gâteau qu'il entend réaliser avec le pays, mais il a simplement enlevé le couteau. Pour pouvoir partager, il faut un couteau derrière pour pouvoir répartir à part égale, ou même à part inégale. Sauf qu'il détruit tous les outils du partage du gâteau, la politique fiscale et sur les services publics. Et donc il n'y aura pas de deuxième jambe, parce qu'il a remis entièrement le sort de la France dans les mains du marché. Le rôle de l'État pour Emmanuel Macron, c'est un État qui fluidifie l'accès au marché. Alors néanmoins, lors de ce discours au Congrès, justement, il s'est retourné néanmoins vers les corps intermédiaires, vers les syndicats, et donc demain, il y a un sommet social qui se réunit. Est-ce que là, il n'y a pas quand même une inflexion, un retour vers les corps intermédiaires? J'aimerais tellement le croire. J'aimerais tellement que... Déjà, la réunion, c'est un signe. C'est la première Mais des réunions... Quand même, un sommet à l'Élysée, tous les syndicats y vont. Ils l'attendaient, ce moment, eux. Oui, aussi. Moi aussi, je l'attendais. Alors, il a lieu. Il a lieu, on verra ce qu'il donne. Parce que pour l'instant, vous aurez remarqué que fait-il? À chaque fois, il agite, en fait, le chiffon rouge sous le nez des uns et des autres. Il cherche à provoquer une forme de radicalité, et ensuite, il se pose en espèce de parangon de la modération. C'est ce qu'il a fait sur la question de la SNCF. Pourquoi n'a-t-il pas commencé par le commencement? Pourquoi n'a-t-il pas commencé par parler de la dette? Pourquoi n'a-t-il pas commencé par négocier avec ceux qui voulaient négocier? Pourquoi a-t-il agité le chiffon rouge du statut de la SNCF et du statut des cheminots? Alors même que ces questions-là n'étaient absolument pas prioritaires dans le débat sur l'avenir du service public ferroviaire. Tout simplement parce qu'il a choisi de gagner une victoire contre les plus radicaux et qu'il a cherché à la construire, à la mettre en scène. Et donc c'est tout ce qu'il fait depuis un an. Et vous aurez remarqué que, étape après étape, il prend un malin plaisir à éradiquer tous les corps intermédiaires. Ça a été vrai pour les élus locaux, ça a été vrai pour les syndicats, c'est vrai maintenant pour alors, les vous diriez là encore coup de com', alors peut-être demain le sommet de l'Élysée? Il a compris que quelque chose se passait et qu'il avait besoin de donner des signaux. Mais vous voyez bien qu'à chaque fois, il concerte, il ne négocie jamais. Sur aucun sujet, il ne l'a pas fait. Vous dites que c'est la première fois qu'il réunit. Non, l'an passé, à la même époque, après sa victoire, il avait rencontré largement, abondamment les syndicats. Ils avaient même énuméré le nombre d'heures passées avec le monde syndical quand on était à la veille des ordonnances Pénicaud sur le travail. Pour vous, pas d'inflexion? Mais pour l'instant, pas d'inflexion. Alors il ne suffit pas de réunir pour réussir, il faut encore pouvoir en faire la démonstration. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. D'accord. Alors, c'était le sujet de la première question de notre sondage OpinionWay pour l'épreuve de vérité. Souhaitez-vous que le gouvernement mène une politique plus sociale? C'est un oui, et là, qui domine à 53%, plus libéral, 19%, identique à celle qui est menée actuellement, 26%. Donc là, vous êtes en phase avec cette demande d'une politique plus sociale. Et les seuls qui sont en phase avec le président de la République, c'est les 19%. Parce que ce qu'il veut faire pour les prochaines années, c'est une politique plus libérale. Mais en vous écoutant, on se dit, attendez, mais vous avez découvert un nouveau personnage? Non, vous avez dit que depuis toujours, vous l'imaginiez comme ça? Vous aviez perçu le personnage? Ou vous pensiez qu'il était plus libéral encore que François Fillon? Je ne pensais pas forcément, au démarrage de son mandat, qu'il procéderait ainsi. Pourquoi? Non pas pour ce qu'il était lui-même, mais parce qu'il procédait d'un vote, d'une majorité
qui n'était pas exactement une majorité qu'il avait soutenue. Moi-même, au deuxième tour de l'élection présidentielle, j'ai appelé à voter pour lui et j'ai voté pour lui. Ah, vous dites la même chose que Mélenchon, finalement, vous l'estimez. Mais non, il est Jean-Luc légitime Mélenchon à mener sa Mais politique. pas du tout. Jean-Luc Mélenchon n'a pas appelé à voter pour Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle. Moi, je l'ai fait parce que je ne voulais pas que le Front National puisse progresser dans cette élection. Mais je pensais que, contrairement à Jacques Chirac, qui, en 2002, avait oublié, au lendemain de sa victoire, qu'il avait été élu par une majorité très large, plus de 80% des Français à l'époque, j'imaginais qu'Emmanuel Macron se sentirait obligé par les gens qui avaient voté pour lui. Il n'en est malheureusement rien, et je le regrette jour après jour, parce que je préférais être conduit à dire que finalement, ce que fait ce gouvernement, c'est pas si mal. Ça m'arrangerait pas, honnêtement. Oui, sans doute. Mais je préférais Peut-être pouvoir qu'en le dire. cherchant bien, vous avez peut-être trouvé quelque chose de positif. Mais j'ai parfois voté avec cette majorité, mais rarement je l'ai fait sur des questions qui ne sont pas forcément prioritaires, parce que sur le terrain économique, social, sur la politique migratoire, sur la politique sociétale, je n'ai pas vu encore à ce stade une politique qui aurait été menée très différemment par Alain Juppé ou François Fillon. Alors justement, vous parliez de la loi Pénicaud. Le Sénat a voté ce matin la réforme Pénicaud sur l'assurance chômage, la formation professionnelle, l'apprentissage. Elle se veut être le volet protection des réformes d'Emmanuel Macron. Son objectif est d'accorder plus de droits aux salariés. Est-ce que c'est le cas pour vous? Mais j'ai envie de vous retourner la question. Est-ce que vous avez vu dans ce texte la trace d'une protection supplémentaire pour les salariés? On nous avait dit, voilà la flexibilité à l'automne, mais au printemps, vous aurez enfin la sécurité. Est-ce que quelqu'un pense que nous avons la sécurité? Même cette grande promesse qui a été faite pendant l'élection présidentielle, de dire que l'assurance chômage serait étendue à ceux qui démissionnent, à ceux qui sont indépendants, etc. Est-ce que vous avez vu qu'elle veut dire quelque chose? Vous avez, en fait, je ne sais plus, c'est 1% de ceux qui vont démissionner qui auront effectivement la possibilité, peut-être pas 1%, un peu plus, mais enfin... Ah ben ça dépendra de leur dossier quand même, hein, de la constitution de leur proposition. Mais je me souviens avoir entendu un candidat expliquer que tous les... D'abord, c'était tout le monde, puis après, ça a été un droit de tirage qui était tous les X années, et puis maintenant, c'est... En fait, c'est... Rikiki. En fait, on est sur un truc minuscule pour ces 2000 personnes qui en bénéficieront chaque année, alors que je crois qu'il y a 200 000 démissions chaque année. Bon, Il n'y a rien qui vous va dans cette loi Pénicaud, notamment le compte personnel de formation? Le compte personnel de formation, il a été créé par nous. Donc, en fait, tout ça, c'est pas une création Pénicaud. Qui se transforme, qui s'accrédite en euros et plus en heures? Eh bien, ça, c'est une régression. Positif? Non, mais ça, c'est une régression, typiquement. Imaginez que vous étiez un salarié... Je prends un exemple un peu caricatural, mais pour me faire comprendre. Vous étiez au marteau-piqueur, et on vous dit, vous avez 40 heures qui vous sont données pour vous former. Et vous vous dites, très bien, je vais essayer de prendre ces 40 heures pour pouvoir changer de métier et faire un métier moins pénible. C'était même, y compris la logique du compte pénibilité, qui a été raboté. Eh bien, vous aviez des heures. Maintenant, on vous dit, c'est de l'argent. Mais ça change tout. Ça veut dire que, en fait, le problème, c'est que vous allez avoir en fait un budget, mais qui ne correspondra pas forcément à 40 heures, mais peut-être simplement à 20 heures. Et donc, pour vous, c'est une régression par rapport à ce qu'était l'an passé votre dossier, votre compte. Donc, je ne vois pas, là encore, de raison de se réjouir particulièrement, même si j'aurais aimé. Si on regarde l'image du sportif et du footballeur, évidemment, vous dites là, si Emmanuel Macron, que le foot, c'est comme la politique, ça se joue sur deux jambes? C'est mieux. C'est mieux. Il y a aussi le handisport qu'il faut saluer, mais enfin, en l'occurrence, je préfère quand effectivement les gens marchent sur deux jambes et je préfère quand le pied d'impulsion, c'est le pied gauche. Alors, il y a parmi les grands projets de réforme, bien sûr, les économies budgétaires. Olivier Faure, est-ce que vous avez l'impression qu'on assiste à un grand escamotage ou un grand camouflage? Parce qu'on n'a pas véritablement les chiffres. Et quand Gérald Darmanin présente la réforme de Bercy, on avait évoqué 20 000 suppressions de postes, il réussit l'exploit de ne donner aucun chiffre. Mais comme sur beaucoup de sujets, vous aurez remarqué que c'est le flou, depuis quelques semaines, c'est le flou sur tous les sujets. Sur les suppressions d'emplois, sur ce qui va se passer dans la fonction publique, avec ce fameux rapport CAP 2022 qui a disparu des écrans radars. On ne sait pas ce qui se passe sur les retraites pour les pensions de reversion. Un jour, on nous dit blanc, le lendemain, on nous dit noir. Ah ben, ils ont toujours dit officiellement, du côté de l'exécutif, que ça ne serait pas mis en cause. Ah ben Ils non, ont encore entendu le chef de l'État, le chef de l'État la ministre de précisément, la Santé, le Premier ministre. C'est pas ce qu'ils ont dit. À Versailles, le chef de l'État a dit pour les pensions de reversion actuelles. D'accord. Et la ministre, Madame Buzyn, dans les jours qui ont suivi, a expliqué que c'était valable uniquement pour les femmes qui n'avaient pas travaillé. Pardon, du flou. En fait, ou plus exactement, on voit bien que
ce n'est pas tout à fait clair et qu'ils cherchent à nous masquer ce qu'est leur intention réelle. Et donc c'est pour ça que je vois bien qu'au fur et à mesure, sur tous ces sujets-là, on est en train de nous... on ne nous dit pas tout. Comme Oui, vous aviez une expression sur le bout de la langue, là. On ne nous dit pas tout, c'est c'est une émission, une comique, mais ce n'est pas si drôle. Ouais. Certains, comme Stéphane Le Foll, craignent une impasse budgétaire même. C'est-à-dire que, voilà, Il a raison. Ce qu'il explique, c'est que le gouvernement a beaucoup dépensé au début du quinquennat avec des cadeaux fiscaux, entre guillemets, et que désormais, la croissance étant plus faible que ce qui est attendu, l'heure des vaches maigres est arrivée. C'est aussi ce que vous craignez ? Je ne sais pas si c'est l'heure des vaches maigres, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup dépensé au début de ce quinquennat, à tort et à travers, et qu'aujourd'hui, il y a des gens qui doivent payer. On aurait pu faire d'autres choix. Nous avions présenté dans le cadre du débat parlementaire un contre-budget, dans lequel nous montrions que nous pouvions passer par un autre chemin et qu'on pouvait notamment ne pas avoir cette injustice crasse qui a été faite à tous les traités de France avec la CSG, qui a augmenté, y compris pour des gens qui gagnent 1 200 € par mois. Eh bien, c'était possible de faire différemment. Malheureusement, le choix qui a été fait, c'est d'aller mettre cet argent du côté des plus riches qui ne lui rendent pas. Car, vous l'aurez observé, personne n'investit davantage en France. On a même des fortunes qui s'exportent au Luxembourg ces jours-ci et qui considèrent que c'est la meilleure place pour faire des affaires. Donc on le voit bien, tout ça est une idée qui est aussi vieille que le libéralisme. Cette idée du ruissellement avec des riches qu'on arrose et des pauvres qui finiront par avoir quelques gouttes. Mais ça ne marche pas, ça n'a jamais marché nulle part sur la planète. Et donc voilà, on continue à faire crédit, je ne sais pas pourquoi, c'est une légende urbaine qui n'a pas de réalité, mais qu'on continue à véhiculer comme si elle avait provoqué un jour quelque chose et quelque effet. Vous avez beaucoup parlé du discours d'Emmanuel Macron au Congrès. Lors de ce discours, il a annoncé que désormais il souhaitait modifier la Constitution pour pouvoir écouter les parlementaires et leur répondre. Est-ce que pour vous c'est le signe d'une hyper-présidentialisation ? C'est le signe d'un bricolage. Bricolage après bricolage, on en arrive à des trucs... Voilà, Sarkozy avait demandé à pouvoir parler devant le Congrès. C'était déjà une incongruité puisque, comme vous le savez, le président est élu par tous les Français, mais qui n'est pas responsable devant l'Assemblée. C'est le Premier ministre qui l'est. Et donc, c'est le Premier ministre qui, normalement, fait le lien entre le pouvoir exécutif et législatif. Et lui, il est celui qui engage, y compris sa responsabilité, devant le Parlement et qui peut être sanctionné. Là, vous avez un président qui parle, mais qui n'écoute pas et qui ne répond pas. Il dit qu'à cela ne tienne, l'année prochaine, je reviens et je vous réponds. Il ne dit pas cela, il a répondu à certaines critiques venues de la gauche, justement, en disant je resterai et je répondrai. La critique n'est pas celle-là. La critique, ce n'est pas de changer la Constitution, c'est de ne pas utiliser un moyen. Il s'exprimer, il peut le faire. Il aurait très bien pu, 14 juillet, comme chaque année, accepter qu'il y ait des journalistes qui lui posent des questions. Ça se fait dans toutes les démocraties. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on a un président qui n'aime pas les questions et qui n'aime pas qu'on lui réponde et qui n'aime pas qu'on l'interroge. Donc il aime en fait cette façon de procéder en majesté et donc il pérore et puis ensuite il s'en va. Donc on lui disait, moi j'aurais préféré non pas qu'il vienne répondre devant l'Assemblée, je préfère que chacun soit dans son rôle et que le Premier ministre joue ce rôle-là. Mais j'aurais préféré qu'il ait effectivement un débat avec les journalistes, comme chaque année, le 14 juillet. Ensuite, s'il veut modifier la Constitution, il en a la possibilité. S'il veut un régime qu'on appelle présidentiel, c'est-à-dire s'il veut aller plus loin, et donc dire, désormais, on a un régime présidentiel, j'assume. Premier ministre, exit. Très bien, exit Premier ministre. Et puis, séparation des pouvoirs. Formulée par François Hollande, notamment. Ça a été une demande formulée par François Hollande, avant lui par Dominique Strauss-Kahn, Vincent Payon, par d'autres socialistes qui ont émis cette idée-là. Il y en a d'autres qui sont plutôt pour un régime primo-ministériel. Moi, je veux bien qu'on ait ce débat-là, mais ça, c'est un vrai débat. Pas un débat où on improvise chaque seconde, chaque semaine, en fonction de l'air du temps, en fonction des critiques qui vous sont faites. Est-ce que ces propositions successives plombent ce projet, selon vous, cette réforme, sachant qu'il n'aura peut-être pas, là, avec la mobilisation de la droite au Sénat, notamment, la majorité des 3/5. Mais moi, j'espère que cette réforme, soit... Alors oui, les deux hypothèses, allons-y. Soit il accepte d'amender très largement son projet, et dans ces cas-là, moi je suis prêt à la voter. Soit, effectivement, c'est une régression colossale. Je ne parle pas simplement de la révision constitutionnelle, mais des 3 lois qui se suivent et qui forment un bloc et qui sont une dénaturation de notre démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui. D'accord, mais vous espérez un référendum ? Moi je souhaite que cette question-là ne puisse pas être éclipsée. Vous voyez bien que
On est en train de parler tout simplement de la loi fondamentale, Oui. de la loi démocratique, celle qui régit nos institutions. On en parle en plein été, à un moment où tout le monde est sur la Coupe du Monde de football. Est-ce que vous trouvez normal que les Français ne soient pas associés à un débat qui devrait être un débat prioritaire pour eux ? Alors, vous avez dit qu'il y avait un surplace sur les sujets de société également, hein, vous l'avez mentionné. Et là, justement, il y a un député de La République En Marche, Oriane, qui Exactement. se mobilise pour un texte, Guillaume une promesse d'ailleurs du chef de l'État. Guillaume Chiche qui dépose une proposition de loi la semaine prochaine pour ouvrir la PMA à toutes les femmes. Est-ce que vous voterez cette proposition de loi ? D'abord, c'est pas parce que lui le propose que son groupe va le proposer. Donc j'attends de voir si Richard Ferrand est prêt à utiliser ce qu'on appelle l'ordre du jour réservé des parlementaires pour mettre ce sujet-là à l'ordre du jour. Si le sujet vient en débat, moi je suis favorable à la PMA pour les couples de femmes et pour les couples hétérosexuels, évidemment. Et donc, après, je souhaite voir comment c'est libellé, quelles sont les conditions qui sont faites, et j'aimerais qu'on se pose la question dans son ensemble là aussi. Sur un plan personnel, j'aimerais qu'on on avance aussi sur la question du droit à connaître ses origines pour les enfants issus de PMA. C'est un équilibre que je trouve utile et qui permet de placer à la fois les familles et les enfants au cœur du débat. Est-ce qu'il est opportun d'ouvrir ce débat en ce moment ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de fracturer la société avec ces sujets-là ? C'est ce qu'on dit à chaque fois qu'on ouvre un débat. C'était vrai pour l'avortement, c'était vrai pour le PAC, c'était vrai pour le mariage pour tous, c'est vrai maintenant pour la PMA. Je ne sais pas si ça fracture. Ce que je sais, c'est que là, en cette matière, les politiques sont souvent en retard sur l'opinion publique. Troisième partie de l'épreuve de vérité, c'est Oriane qui va vous poser la question. Question sur le Parti Socialiste, Olivier Faure. À quand un Parti Socialiste à l'image des Bleus, un parti soudé jouant collectif ? Ayant appris de ses erreurs. Le plus tôt sera le mieux. Voilà. Et donc, on a souvent été dans le bus de l'Afrique du Sud. Donc, le mieux, ce serait effectivement qu'on apprenne. Alors, vous aurez remarqué que... Le bus des Champs-Élysées aujourd'hui vous fait rêver. Hein. Oui, c'est vrai pas qu'il me encore fait à bord. rêver, oui. C'est vrai. Mais donc, vous aurez remarqué que entre l'Afrique du Sud et puis Moscou, eh bien, il y a eu des étapes. Il y a eu d'abord des quarts de finale, puis des demi-finales, puis une finale. Et donc, j'espère que les prochains scrutins qui viennent, les européennes, puis les municipales, puis les départementales, puis les régionales, permettront d'avoir cette lente remontée, non pas, enfin, oui, vers les Champs-Élysées, si vous voulez, en tout cas. Alors, Deschamps, il a été très critiqué hein, au début de la compétition. Hein. Oui, moi aussi. Vous êtes toujours très critiqué Oui, en toujours interne. encore, c'est vrai. Est-ce que vous vrai. n'êtes pas déstabilisé par les Incroyable. gens qui vous disent « Mais attendez, quand est-ce qu'il va assumer le leadership ?» Ça vous revient aux oreilles, comment vous réagissez? Ça arrive que ça me vienne aux oreilles. Alors? Par votre intermédiaire notamment. Moi, je dis simplement que ça fait 3 mois que je suis premier secrétaire de ce parti. Si quelqu'un pensait qu'on pouvait redresser un parti qui a fait 6% à l'élection présidentielle, qui est passé de 300 députés à 30 en 3 mois, ben écoutez, chapeau. Mais moi, je n'ai jamais pensé une seule seconde que j'en serais capable. Et donc, le but du jeu, ça n'est pas d'ailleurs y compris... Je ne prétends pas être Jupiter. Moi, ce que je prétends pouvoir faire, c'est remettre au travail un collectif. Et s'il y a une leçon à tirer effectivement de ce mondial, pour nous, c'est celui-là, c'est d'arriver à faire travailler une équipe. Ne pas chercher, moi je ne cherche pas à être l'avant-centre et être celui qui marque tous les buts. D'ailleurs, vous aurez remarqué que l'avant-centre dans cette équipe de France a marqué peu de buts. Mais il a été un excellent arrière. Donc en fait, tout est possible. Moi, ce que je veux, c'est que nous puissions être collectivement en mesure d'être à nouveau une force qui est comprise, et qui est comprise d'abord parce qu'elle est compacte, c'est-à-dire qu'elle est capable de défendre et d'attaquer ensemble. Si on arrive à faire ça, si on arrive à le faire derrière un projet qui est à nouveau identifiable, identifié, alors je nous promets de nouveaux succès. Autrement, je nous promets de belles défaites encore. Oui. Est-ce que Stéphane Le Foll et Emmanuel Morel jouent suffisamment collectif, puisque donc tous deux étaient vos adversaires au congrès d'Aubervilliers, et là ils ont créé chacun leur club. Emmanuel Morel fait une université d'été où il invite Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bien, les clubs, il en a toujours existé. Et si c'est des clubs pour réfléchir, moi, je suis pour que la réflexion soit la plus large possible. Et s'ils arrivent à étendre notre propre sphère d'influence sur notre gauche ou sur notre droite, je prends. Si en revanche, ces clubs, c'est de nouvelles écuries, de nouveaux clans et de nouvelles façons de nous fracturer, alors là, je serai sans pitié.
Sans pitié. Sans pitié. Attendez, ça veut dire quoi? Ils seront exclus du Parti socialiste? Je ne laisserai pas ce parti qui a déjà été fracturé à de multiples reprises se fracturer à nouveau. Le mandat qui m'a été confié par les militants, c'est précisément celui-là. C'est d'arriver à rassembler et réunir cette famille. Moi, ce que je veux croire, et dans les discussions que j'ai avec les uns et les autres, c'est plutôt qu'ils ont envie maintenant de passer à autre chose. Le congrès est terminé, tout le monde a compris, et donc maintenant, il faut avancer ensemble. Mais s'il y avait la volonté, effectivement, de rejouer à l'infini ce que nous avons connu, les congrès de Rennes, de Reims, enfin, vous pouvez citer tous ces congrès qui ont été épouvantables. Et ces 5 ans que nous venons de passer, au cours desquels personne ne s'est sauvé. En fait, ni les frondeurs ni les légitimistes, au bout du compte, n'ont réussi à faire entendre leur voix. Nous avons été ensemble disqualifiés. Donc, soit on pense que cette disqualification n'est pas une bonne leçon à retenir, et on continue, soit on pense au contraire que quand trop c'est trop, on arrête. Eh bien, moi, je pense que trop, c'est trop. Donc, vous n'hésiterez pas à montrer que vous êtes aussi un homme d'autorité. Mais je ne cherche pas à être... Ah, et si les circonstances... Si les circonstances m'appelaient à l'être, je le serais évidemment. Mais je ne cherche pas à montrer que mes petits muscles, mes petits bras, etc., à faire semblant. Je ne cherche pas à dire que je suis le nouveau conducateur. Je dis simplement qu'il y a un moment où ce que me demande le mandat que j'ai reçu de ce congrès, c'est effectivement de faire en sorte que soit respecté un collectif. Donc ne pas franchir une ligne rouge. Il y a des lignes rouges, mais la ligne, elle est simple, c'est le respect d'une discipline collective. C'est-à-dire qu'on débat autant qu'il est souhaitable, mais une fois que le débat a été tranché, il y a une parole qui est une parole unique. Ça ne veut pas dire qu'il y a une voix unique. On peut exprimer les choses différemment, avec sa sensibilité, avec les uns et les autres. Il n'y a pas un seul champion, mais il y a par contre un seul message et un seul but vers lequel on se dirige pour marquer. Le but, toujours, on y revient. Alors vous dites que les clubs ont toujours existé au Parti Socialiste. Il y a une situation qui n'a jamais existé jusque-là. Regardez, si on défile la métaphore footballistique, des clubs, tous ces champions de la Coupe du Monde sont issus de clubs différents, mais quand ils sont en équipe de France, ils jouent ensemble. Eh bien, derrière leur capitaine. Derrière le capitaine. C'est vous le capitaine. Et donc, c'est notamment... C'est vous. Vous êtes le seul. Bien sûr. Non, mais derrière une équipe et derrière une volonté qui est aussi celle de... Je n'aimerais pas cette idée parce que je suis contre les partis de supporters, mais contre ces gens qui nous accompagnent et qui sont les militants, les sympathisants, tous ceux qui votent pour nous. Eh bien, tous ces gens-là, ils veulent une équipe rassemblée. Donc, des clubs, très bien. On s'entraîne dans les clubs, mais une fois qu'on a fini, quand on est en formation d'équipe de France, et là... on marche ensemble. D'accord. Alors, les clubs ont toujours existé au Parti Socialiste. Il y a une situation qui est assez inédite. C'est qu'il y a un ancien président socialiste qui est toujours dans le jeu. François Hollande, on va l'écouter. Tiens, il a fait son commentaire sur la victoire des Bleus et il a passé un message politique. Moi, je crois qu'ils ont tiré toutes les leçons. Après une défaite, il y a forcément une victoire au bout. Voilà, une victoire toujours après une défaite. Il parlait de lui, évidemment. Ah, il est toujours là. Mais oui, je vois. Plus que jamais. Est-ce qu'il vous empêche d'exister, François Hollande? Oh non, il faut rester lucide sur ce qu'on est. Moi, je sais que je suis un inconnu presque absolu pour la plupart des Français, qui me découvrent parce qu'il y a des émissions où je suis invité et qui, au fur et à mesure, découvrent mon visage, ma voix, mon style, ma façon de penser. Mais je ne suis pas dérangé. C'est simplement évident qu'un ancien président de la République, par la force, par l'impact que sa parole peut avoir quand il prononce une phrase dans le débat public, évidemment, il domine très largement ce que je peux dire, mais je n'en prends pas ombrage, parce que je sais d'où je viens, mais je sais aussi où je vais. Stéphanie ? Vous disiez tout à l'heure que vous vouliez procéder match après match, étape après étape. Pour filer la métaphore, il y a une échéance qui vient tout de suite, qui est celle des européennes, et où il se pourrait que vous continuiez à descendre la pente, puisque certains sondages vous annoncent à 4%. Est-ce que ces européennes, elles ne peuvent pas avoir quand même un rôle de couperet et marquer définitivement l'effacement, la mort du PS, la minorisation du PS au sein de la gauche? Écoutez, il y a toujours un risque. Il n'y a pas de parti qui soit immortel. Il y en a d'autres qui ont sombré avant nous. Et donc, je ne vais pas faire le fanfaron en vous disant que je sais d'ores et déjà que nous serons les premiers partout, tout le temps, dans 5 ans. Je n'en sais strictement rien. Mais j'ai cette volonté-là. Avec quand vous voyez ce sondage à 4% pour les européennes, vous devez frémir. Il y en a d'autres à 8, il y en a d'autres à... Je frémis. Non, je reste calme. Parce que le débat n'a pas commencé. Et donc, aujourd'hui, on mesure
l'influence des logos respectifs. Et on s'aperçoit que le logo PS, effectivement, peut être à 4, il peut être à 8. On est dans la marge d'erreur. Et donc, tout ça me laisse de marbre. D'accord. Mais ce que je sais, pour répondre à Stéphanie Le Rouge, ce que je sais, c'est qu'à l'évidence, il n'y a pas de garantie non plus. Moi, je ne sais pas si demain, nous serons encore présents. Nous pouvons très bien disparaître, c'est vrai. Mais ça suppose de notre part, donc, y compris parfois, de penser contre nous-mêmes. C'est-à-dire être capable de se dire que si nous avons échoué il y a un an, ce n'est pas le fait du hasard. Et c'est ce que je reproche aujourd'hui à deux champions du déni, que sont Benoît Hamon et François Hollande, oui. C'est d'être l'un et l'autre dans une forme de réassurance personnelle, comme si rien ne s'était passé. Mais cette défaite, elle est d'abord liée au fait qu'on a eu Benoît Hamon et François Hollande qui ont l'un comme l'autre conduit la gauche à être à 6% au bout du compte. Et ce sont les champions du déni aujourd'hui. Et donc nous avons aujourd'hui nécessité de nous remettre forcément en question, bien sûr. Parce que si nous ne nous remettons pas en question, mais que se passera-t-il? Est-ce que vous croyez que les Français vont nous faire confiance à nouveau spontanément? Est-ce qu'ils vont se dire, finalement, on a mal agi envers eux, ce sera 12 la prochaine fois? Mais non, ils vont nous dire non. Ils vont nous dire que ce n'est pas possible. Alors, pour peut-être marquer des points, grimper dans les sondages aux européennes, il y a les questions de la tête de liste. De la tête de liste, hein. On cite le nom de Christiane Taubira. Est-ce que ce serait une bonne tête de liste pour vous? Est-ce que vous discutez avec elle de ça? Ce serait une bonne tête de liste comme d'autres. Et à ce stade, j'échange avec nombre de ceux qui pourraient potentiellement être tête de liste aux européennes. On a cité un nom, les autres non. Allez-y. Non, je ne vais pas tous les citer. Il y a beaucoup de gens qui... Il y en a beaucoup dans le parti. Il y a beaucoup de talents dans ce parti encore, heureusement. Mais à ce stade, moi, je préfère que nous commencions là aussi par nous poser des questions de fond. Donc, il faut commencer par se dire ce que nous avons à nous dire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on porte. Et quand nous serons au clair sur ce que nous portons, chercher une incarnation qui corresponde à ce que nous portons. Parce que sur ce débat-là aussi, il faut être capable de se dire que depuis 2005, on s'est posé peu de questions. Alors, en tous les cas, vous dites que vous n'êtes pas très connu, pas très reconnu par l'opinion, mais apparemment, le positionnement adopté par le Parti socialiste a été bien perçu par l'opinion. C'est le thème de notre deuxième question du sondage OpinionWay. Le PS est-il, selon vous, opposé à la politique d'Emmanuel Macron? 77% favorable. Il y a 21% qui le pensent. Si vous en écoutez ce soir, ils auront basculé dans l'autre camp. J'espère qu'effectivement, j'aurais été suffisamment clair. Ouais. Mais je ne me satisfais pas. C'est pas seulement l'opposition. C'est pas seulement de dire qu'Emmanuel Macron, ça ne va pas. Je suis suffisamment lucide aussi pour dire que nous non plus, ça ne va pas. Et que donc il y a encore du travail et que ce serait trop simple de parier simplement sur l'échec des autres. Moi, je ne veux pas être simplement celui. Bien sûr, je le fais. Je dis Emmanuel Macron, ça ne va pas dans la bonne direction. Mais à nous d'être inventifs, créatifs et de ne pas nous reposer sur des lauriers que nous n'avons pas. Dernière minute. Juste pour reprendre sur Christiane Taubira, une des conditions qu'elle avait mises pour éventuellement participer à cette campagne, c'était l'union de la gauche. Là, on voit que, a priori, les Verts ont trouvé leur tête de liste, qui sera Yannick Jadot probablement. Est-ce que vous croyez le moins du monde à cette union de la gauche, ou est-ce que vous allez devoir vous affronter les Verts, les communistes et les autres? Qui sera Yannick Jadot, puisqu'il a été désigné aujourd'hui. Génération, etc. Moi, j'ai dit il y a plusieurs semaines que la porte était ouverte à toutes les discussions. Maintenant, je ne vais pas courir après les uns et les autres. Ce que je sais, c'est que ensemble, il y a plus de chances d'être vécu comme une alternative à ce que sera la liste d'union d'En Marche avec les libéraux et avec l'UDI. Et donc, qu'on a plutôt intérêt à chercher ce qui peut unir plutôt que ce qui fragmente. Maintenant, ces débats d'appareil m'ont lassé depuis fort longtemps. Et donc, moi, je ne suis plus prêt à passer ma vie avec les uns et les autres, à se demander « et tu me donnes quoi, et je te donne quoi », etc. Donc, ce sera devant les électeurs directement. Et moi, je ferai donc, il y aura une liste socialiste. Qu'il y ait une offre qui corresponde à ce que je veux porter, qui soit peut-être plus large même que ce que nous offrons habituellement à voir, mais... Voilà, ce sera sans les appareils, on le fera directement avec les Français. Bonnes vacances pour prendre des forces pour la rentrée. Merci. Olivier Faure, vous en aurez besoin, comme nous tous. Voilà. Hein. C'est la fin de cette émission. Merci mesdames. Fin de l'épreuve de vérité également, puisqu'on nous retrouverons une nouvelle émission à la rentrée en partenariat avec la chaîne parlementaire Assemblée nationale, une émission que j'aurai l'honneur de présenter. Bonnes vacances.